Hello, hello! Je te souhaite la bienvenue dans le podcast intitulé Revenir en France. Si tu es expatrié, français ou étranger, voyageur, PVTiste ou tour du mondiste, tu es au bon endroit. On aborde ici tous les sujets, joyeux et délicats, liés au retour à la maison et à l'installation en France, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Moi, c'est Magali, et je t'aide à comprendre les enjeux liés à un changement de vie comme celui-ci. Mon souhait, c'est de t'accompagner du mieux possible pour ton installation en France. Je me réjouis de te retrouver par ici pour te partager des anecdotes, des conseils et des témoignages pour que tu puisses à ton tour te préparer. J'espère que notre épisode te plaira. Je t'encourage à le partager à tes amis et à laisser un commentaire. Donc bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis aujourd'hui accompagnée de Mathilde qui est rentrée il y a quelques années après une expérience de 2 ans en Nouvelle-Zélande, à l'autre bout du monde. Et donc aujourd'hui on va prendre le temps de toutes les deux en fait que tu me partages ton retour d'expérience suite à cette expatriation et ce retour en France. Et donc je te laisse la parole pour te présenter en 3 mots. Dis-nous qui tu es. Bonjour, alors merci de m'accueillir. Alors moi c'est Mathilde, je suis déjà une passionnée de nature et c'est pour ça que j'avais choisi la Nouvelle-Zélande pour les paysages. Je suis aussi quelqu'un de très curieuse, j'adore tout découvrir, donc je passe beaucoup de temps à lire plein de blogs, et à en écrire aussi. Et puis rédactrice, j'adore écrire effectivement des articles de blog. Avant de parler du retour en France, ce que moi j'aime bien, c'est qu'on comprenne dans quel contexte tu es parti. Et tu es parti dans un contexte qui est un peu particulier, d'où l'intérêt de nous raconter tout ça. Donc dis-nous, qu'est-ce qui fait que tu pars en Nouvelle-Zélande et dans quel contexte tu pars initialement en Nouvelle-Zélande? Alors c'était pour le coup, on peut appeler ça vraiment un coup de tête. C'est qu'au travail, ça ne se passait plus bien du tout. Et au même moment, j'ai eu une rupture amoureuse. Les 2 se sont conjugués en même temps et je me suis dit: «Bon, là, j'ai envie de tout plaquer, j'ai envie de partir le plus loin possible» et le plus loin possible sur le globe, c'était la Nouvelle-Zélande, globalement. Et puis je me suis renseignée, on pouvait faire, ce qu'on appelle un PVT, donc c'était, plutôt très bien et je voulais apprendre l'anglais. Donc parfait, pour moi, c'est comme ça que j'ai décidé de partir en Nouvelle-Zélande. À la base, c'était pour 3 mois, parce que je m'étais dit que c'était déjà beaucoup pour moi qui étais jamais partie seule, et qui parlait très peu anglais, en fait. Donc je suis partie comme ça en mars 2020 et en fait, 2 semaines après mon arrivée, il y a eu, pandémie mondiale, le covid. Il y a eu le confinement, sur toute la planète et du coup, j'étais en Nouvelle-Zélande. À ce moment-là, le pays, un peu comme en France, a été complètement fermé, on ne pouvait plus voyager, rien. Au bout d'un mois, il a réouvert, alors pas les frontières, mais le pays, on pouvait à nouveau circuler et cetera, contrairement à la France parce que le covid, ils ont réussi à éradiquer le covid dans le pays et donc ça a été l'occasion finalement de rallonger mon voyage et ils ont redonné des visas, donc j'ai pu rester au final 2 ans en Nouvelle-Zélande en PVT. Voilà un peu pour le contexte. Merci. Dis-nous peut-être en quelques mots, qu'est-ce que tu faisais professionnellement avant de partir? Alors j'étais, animatrice d'une association agricole dans le Nord-Pas-de-Calais. Donc globalement, j'accompagnais des agriculteurs dans leurs projets, notamment en agroécologie. Et alors ça me plaisait beaucoup, ça correspondait à mes valeurs, mais je me suis épuisée, professionnellement, tout simplement, manque de moyens, passer trop de temps. J'ai pas réussi à me mettre des limites et je me suis épuisée, tout simplement. Et alors, donc, tu es en Nouvelle-Zélande, il y a ce fameux Covid. Qu'est-ce qui fait que tu as envie de rester plus longtemps alors que déjà à ce moment-là, tu aurais pu faire comme plein de Français ont fait, on prend les derniers avions et on rentre. Déjà, je venais juste d'arriver, donc j'étais trop frustrée de me dire que, j'avais rendu mon appartement, j'avais plus de boulot, j'avais plus rien. Enfin voilà, j'ai mis tellement d'énergie pour partir. C'était tellement dur déjà de me dire: «Allez, je pars toute seule, heu, sans anglais, sans rien», enfin voilà, que je me dis qu'une fois que j'y étais: «Oh bah non, trop bête, je vais pas rentrer alors que je viens juste d'arriver». Donc je me suis dit et puis à l'époque, on pensait que le covid allait, durer un mois, enfin si on se remet tous dans le contexte, on pensait vraiment que ça allait être court. Moi, je me suis dit: «Oh bah allez, dans un mois, c'est bon, je retourne, enfin, la vie reprend normalement, quoi». Bon, au final, plus compliqué que ça, mais pour moi, voilà, c'était impossible de me dire, «Je rentre», alors que j'ai rien vu, rien fait, ça aurait été un échec, pour moi et puis aussi, j'avais, les moyens de pouvoir payer un confinement, heureusement, parce que c'était quand même long de payer un mois d'Airbnb et cetera. Alors avec d'autres Français, mais voilà et puis en France, tous mes proches m'ont conseillé de rester. «Bah non, c'est bête, de toute façon en France c'est confiné aussi, là, reste là-bas, poursuis ton voyage et puis tu reviendras
quand tu auras atteint tes objectifs, en fait. Donc j'avais aussi le soutien de ma famille. Qu'est-ce qui se passe pendant ces 2 ans en Nouvelle-Zélande? Eh ben, il s'en est passé plein de choses. Alors, j'ai pas pu reprendre mon road trip tout de suite parce que dès que je suis arrivée, c'est ce que j'avais fait avant le confinement. Mais ensuite, ça a été l'hiver parce que les saisons sont inversées là-bas. Donc, au début, j'ai fait du woofing parce que c'était le seul moyen d'apprendre l'anglais, de pas perdre trop d'économie et puis de passer l'hiver. Donc, j'ai fait 2, 3 woofings comme ça. Ensuite, j'ai trouvé un boulot dans une ferme avec des chevaux. Et puis, plus tard, dans une autre ferme, du picking de petits fruits, donc la cueillette. Puis ça m'a permis voilà, de passer l'hiver, de mettre un peu d'argent de côté, parce que le confinement avait coûté aussi des sous. Et puis ensuite, avec une Française rencontrée en Nouvelle-Zélande, on a voyagé. Donc moi, j'avais acheté un van, parce qu'à l'époque, ça coûtait pas cher du tout, puisque tous les touristes partaient. Donc j'ai eu la chance de pouvoir acheter un van. Et puis j'ai fait plusieurs mois de road trip comme ça avec une Française dans les 2 îles du pays. On a vraiment bougé partout. Et puis ensuite, on s'est arrêté pour travailler dans les Kiwis, qui est quand même le boulot des backpackers. Voilà. Nous a permis de rencontrer plein de monde de toutes les nationalités. C'était vraiment très très riche. Donc c'était 3 mois de saison comme ça. Et puis ensuite, la question du retour a commencé à se poser. Mais sur le coup, j'étais pas prête. J'arrivais pas à me dire non, je rentre en France. Enfin, j'avais pas de projet, on va dire. Et donc, j'ai refait une saison. Donc, j'ai fait mon 2e hiver à Queenstown. J'ai travaillé dans un restaurant, ce qui m'a permis de me dire que là, je parlais anglais, quoi. Parce que j'arrivais à parler avec la clientèle en anglais, alors que quand je suis arrivée, j'avais pas un mot d'anglais. Donc, ça m'a permis de voir ma progression. Et ensuite, de commencer à préparer mon retour, parce que je sentais que j'avais quand même envie de revoir ma famille après 2 ans. Et puis, voilà, au moins de repasser par la France, même si à ce moment-là, j'avais pas encore de projet. Donc, c'est vraiment quand j'étais à Queenstown, 6 mois avant le retour, que j'ai commencé à me dire là, il faut que je rentre, il faut que je le prépare, quoi. Donc, ça s'est fait comme ça et j'ai terminé sur un petit road trip pour finir sur du positif et du plaisir, quoi. Ouais, j'avais fait la même chose. Moi, j'étais en PVT en Australie et j'avais été faire mon road trip en Nouvelle-Zélande avant de rentrer. Euh, Comment tu te dis, je vais rentrer et je me prépare? Parce qu'il y a peu de personnes qui se disent ça. ouais, alors alors pas comme ça, en tout cas, c'est sûr. Je crois que le déclic, ça a été parce qu'on a eu un deuxième confinement 2 ans après. En fait, la Nouvelle-Zélande, ils avaient fermé les frontières. C'est une île, pas de Covid. On vit notre meilleure vie pendant que le reste du monde est fermé. Et en fait, au bout de 2 ans, ils ont commencé à rouvrir les frontières. Et là, le Covid est revenu et ils ont reconfiné. Donc, ça devait être en août 2021. J'ai été reconfinée. Et là, je me suis retrouvée à Queenstown, qui est une ville très dynamique. Tout d'un coup, plus personne, plus un chat, plus rien ne bouge. Et là, je me rappelle que ça m'a foutu un gros coup au moral de me dire, bon, là, 2 ans après, je reviens encore un confinement. Ça m'a fait beaucoup réfléchir, en fait, à ce moment-là. Et je me suis dit, bah, qu'est-ce que je veux pour la suite? Parce qu'en 2 ans, je tournais un peu en rond au bout d'un moment, tout simplement. Et c'est là que je me suis dit, bon, avant de repartir en voyage, parce qu'au début, c'était un peu ça, j'ai besoin de rentrer en France d'abord. Et en même temps, je voyais bien que j'avais besoin d'aide. J'ai vraiment, toute seule, voilà, ça tournait trop dans ma tête. Et j'avais très très peur de rentrer. En fait, je me souviens de la peur de rentrer. Et je me suis dit non, c'est une peur qui peut pas continuer à te bouffer. Il va falloir que tu t'y confrontes. Et pour ça, il faut que tu te prépares. Donc j'ai demandé ton accompagnement et puis j'avais fait aussi des séances avec une psychologue qui m'ont aidé à faire le deuil, comme elle disait. Et c'était quoi cette peur du retour en France? Qu'est-ce que tu mettais derrière ça à ce moment-là? Alors, qu'est-ce que je mettais? Je pense que j'avais très peur de revenir un peu à la vie d'avant, qui avait été un échec en fait, de revenir dans un boulot où je me plaisais plus. La routine me faisait peur. La France, j'avais peur que la France ait changé en mal. En fait, je voyais la France que par les médias et pas forcément en positif. Et c'est ça qui m'a surpris quand je suis rentrée, c'est que finalement, il y a plein de choses positives en France, mais on l'oublie quand on est à l'étranger. Et du coup, j'avais peur. Ouais, c'est ça, j'avais peur de retrouver un pays où j'allais me sentir peut-être déprimée, dans une routine et en décalage. J'avais peur d'être en décalage avec les gens, j'avais peur de retrouver les gens et d'avoir changé et que ça aille plus, en fait, de perdre des amis, même si j'en ai perdu, au final, c'est pas très grave. Enfin, j'en ai retrouvé plein d'autres. Mais voilà, j'ai peur de l'inconnu, en fait, du retour en France, je pense. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'à l'inverse, quand tu es parti en Nouvelle-Zélande, c'était l'inconnu. Bah oui, mais je pense qu'on a moins peur de partir, même si j'avais très peur de partir aussi, hein, faut pas, voilà. Mais on se dit, ouais, ça va être des paysages de cartes postales, ouais, ça va être un road trip, ouais, ça va être trop bien, et ouais, je vais revenir. En plus, je devais revenir 3 mois après, ça devait pas être si compliqué le retour. Puis finalement, plus ça dure, et plus ça devient compliqué de faire le chemin inverse, et c'est pour ça que
Au bout de 2 ans, je pense que c'est peut-être plus difficile qu'au bout de 3 mois et c'est pour ça que je voulais absolument me dire: «Non, je continue pas plus» parce que sinon, il y a un moment, je me disais: «Peut-être que je vais jamais réussir à revenir». C'était aussi ça ma peur de pas réussir à rentrer et le faire bien, quoi. Voilà. C'est intéressant ce que tu partages par rapport au fait de, tu sais, regarder la France et à travers les médias. Ouais. Et je crois que c'est quelque chose qui revient souvent dans des discussions que j'ai sur le retour en France ou dans certains accompagnements, c'est que des fois, ben, en fait, en effet, oui, on se base que sur ça, alors que on le sait, hein, les médias, c'est aussi de la communication, parfois de la manipulation aussi. Donc, c'est vrai que ce qui est important, c'est de se faire sa propre opinion, en fait, du pays, de la France, aussi à l'instant où on va rentrer parce que c'est pas forcément nos projections. Et c'est peut-être là où toi, tu as été surprise, peut-être dans le bon sens. Bah, c'est ça et puis au final, je me rends compte que quel que soit le pays, il y a sa propre réalité. Moi, ma vie actuellement comme telle qu'elle est tout de suite là maintenant en Normandie, c'est pas la même réalité que peut-être toi, chez toi, enfin ou que n'importe quel autre Français, en fait et ça, je me suis rendu compte grâce à mon voyage en Nouvelle-Zélande qu'en fait, on peut aussi construire sa vie comme on a envie et garder que le bon. Donc j'ai essayé de garder des choses que j'avais en Nouvelle-Zélande, certains sports que j'ai essayés, que j'ai adorés, par exemple le yoga qui me fait beaucoup de bien. Bah, ça, j'ai essayé de le garder en France et de reconstruire des trucs qui finalement me font du bien à moi dans le pays. Après, il y a des choses en France que je n'aime pas, il y a des choses que j'adore, mais je trouve qu'on a la quand on rentre, en tout cas, on n'a plus le même regard sur le pays et il faut essayer de garder ça, quoi. Un regard un peu comme quand on voyage où tout nous paraît waouh! Que ça soit, je sais pas, un plat qu'on goûte ou un paysage et essayer de garder un peu ces yeux-là. Moi, je m'étais dit, en tout cas, avant de rentrer, je vais essayer de garder le même regard et la même curiosité quand je rentre qu'en voyage. Alors bon, des fois, on en perd un peu dans la routine, mais j'essaye de garder ça, en tout cas et ça aide. Ouais, je te rejoins là-dessus. Moi, mon premier retour, ça a été très, très, très difficile, mais j'ai vraiment réussi à faire ce que tu dis là, justement, beaucoup mieux à mon deuxième et mon troisième retour. Et en fait, aujourd'hui, je porte vraiment un autre regard sur la France. Et tu sais, le fait d'avoir beaucoup découvert la France à pied, etc., ça m'a vraiment permis de découvrir la France autrement et de l'aimer aussi différemment, cette France, et peut-être d'avoir moins ce truc critique, tu sais, envers Ouais. le pays, quoi. Non, non, mais c'est exactement ça et c'est ce que j'ai essayé de faire quand je suis rentrée. Je me suis dit: «Allez, je me fais des petits road trips en France». Alors là, maintenant, j'ai un peu moins le temps, mais c'est encore un projet de me dire: «J'ai des régions à découvrir en France». Je connais mieux la Nouvelle-Zélande, je peux vraiment te citer toutes les villes sur la carte, que mon propre pays et ça m'a choquée, en fait, de me dire: «Mais je connais même pas si bien mon propre pays». Il y a des certaines régions, je suis incapable de les placer sur la carte. Je connais pas des plats enfin, des spécialités, je connais pas et ça, c'est finalement ça me en tout cas de rentrer, ça m'a donné très envie de découvrir, mon propre pays, même si je continue à faire des petits voyages ailleurs et cetera. Je pense on peut utiliser toute sa vie entière pour découvrir son propre pays et je pense qu'il faut garder ça, enfin, en tout cas, moi, ça m'aide. Je rebondis sur ce que tu as partagé tout à l'heure, tu sais, quand tu dis, et j'aime beaucoup ce que tu dis, quand tu dis, j'ai essayé de me recréer et de garder, en fait, en France ce que j'aimais bien de ma vie d'avant. Et très souvent, je pense que c'est un exercice qu'on a fait, mais très souvent, je dis, Oui, tu sais, on l'a fait, ouais. la recette du bonheur, tu vois. Et donc, Ouais. qu'est-ce que je veux dans ma vie en France? Qu'est-ce qui va contribuer au fait que je sois épanouie dans ma vie en France? Et donc, bah voilà, je peux aller piocher dans des éléments de ma vie d'avant qui me faisaient plaisir et que je peux continuer de mettre en place et qui vont continuer de contribuer en fait à mon épanouissement quotidien, à mon bonheur, à mon bien-être. Donc, c'est génial en fait que même après autant de temps, tu arrives à garder cette dynamique-là, tu sais, puis ouais, cette curiosité vis-à-vis de ton pays, je trouve que c'est assez chouette. Alors je dis pas que j'y arrive, bien tous les jours, hein, et j'ai vraiment eu un gros coup de mou au début, mais ça, je pense que tout le monde le vit en retour et faut l'accepter. Mais et puis il y a des moments où j'oublie un peu plus là ce que je dis, mais tu vois, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est bah, du coup, tu m'as accompagnée au début et tu m'avais fait faire un exercice qui était le projet de vie, je crois, pour la suite, pour le retour. Je sais plus comment tu l'appelles et je l'ai relu 1 an après. Je suis retombée dessus comme ça en rangeant mes fichiers et j'avais mis 3 choses, alors j'ai plus tout en tête, mais il y avait typiquement, et bah, aménager un camion et ça, au début, je pouvais pas le faire en rentrant, j'avais pas assez d'argent, ça coûte cher en France d'acheter un véhicule et tout. Et là, je l'ai acheté il y a 1 mois le camion. Et donc là, je vais l'aménager parce que j'ai, pareil, pas assez d'argent pour le faire aménager et je sais pas bricoler, mais ça va être un projet sur du très long terme. Ça fait 2 ans et demi que je suis rentrée, le projet, il est pas fini, il est juste au début. Mais finalement, tout ce qui était dans le projet, en fait, il est en cours, même si c'est très long. Il faut être, en fait, je pense, très patient quand on rentre en France parce que ça va beaucoup moins vite qu'en voyage.
voyage, on découvre, en une journée, on a déjà découvert plein, plein de choses. Alors que quand on est dans un retour posé, en tout cas, ça dépend ce qu'on fait, mais voilà, je suis dans une vie plus posée et bah, ça met beaucoup plus de temps à réaliser les projets, mais c'est ça qui est génial, c'est qu'on va du coup beaucoup plus loin aussi et cet exercice-là, il m'a énormément aidée, du coup, je te dis merci parce que finalement, ça m'a aidée de me dire: «Bah, j'ai avancé quand même, mais il y a encore des choses à faire» et finalement, c'est trop bien parce que j'ai pas fini, quoi. Mais en tout cas, merci pour ton retour et surtout félicitations pour ce projet qui est en train de se concrétiser. En effet, le retour en France, c'est vraiment quelque chose qui prend du temps. Là, je le vois moi dans les différentes interviews qu'on a eues, souvent on dit qu'on parle quand même d'une bonne année d'adaptation, une bonne année nécessaire pour reprendre ses marques, etc. Donc, tu Ouais. vois, je suis pas trop surprise de ce que tu me dis là. En tout cas, merci pour le partage de ces premières informations. On va passer à la suite. Alors, est-ce que tu te souviens comment tu te sens quand tu rentres en France? Ouais, je pense que je me rappellerai très longtemps parce que je me rappellerai toujours de l'aéroport. Parce que, bon, déjà, j'ai eu plein de galères et parce qu'il est très long le voyage aussi, Nouvelle-Zélande-France et du coup, on a vraiment c'est comme si on était dans un sas entre les 2 et on a vraiment le temps de réfléchir et de se dire: «Waouh, là, je suis en train de tourner une page, mais incroyable». Alors bon, il y avait beaucoup de stress parce que je voulais faire la surprise à ma famille pour Noël. Je rentrais juste avant Noël. En plus, il y a un avion qui a été annulé. J'avais peur de pas rentrer, enfin, de pas être arrivée à temps. Très compliqué. Donc très stressée, j'avais peur de leur réaction. Je me rappelle, la première à arriver, c'était ma sœur et je stressais en prenant ma valise. Je tremblais tellement je me disais: «Mais je vais revoir ma sœur, ça fait 2 ans». En plus, elle était mineure, là, elle était majeure, enfin, elle avait grandi, quoi et donc beaucoup de stress, de voilà, mais en même temps de l'euphorie. J'étais tellement contente de les retrouver. C'était ouais, vraiment beaucoup d'émotions, un volcan d'émotions. En plus, je suis un peu hypersensible, donc ouais et des larmes. On a eu beaucoup de larmes et cetera. Et puis après, il y a eu un truc un peu bizarre 2-3 jours plus tard, c'est comme si tout était retombé et puis, et un de mes proches a eu alors ça m'a un peu blessée, mais en même temps, j'ai compris aussi pourquoi il l'a dit. Mes proches, je parlais de la Nouvelle-Zélande et qui me dit: «Bon, c'est bon, maintenant tu es rentrée, passe à autre chose, quoi. Enfin, arrête d'en parler». Et moi, c'était pas possible, c'était 2 ans de ma vie, j'avais que ça à proposer, enfin à discuter. Et c'est comme si, bah, bam, c'était fini. Les gens me disent: «Bah, passe à autre chose, allez». Mais autre chose quoi? J'avais pas encore de travail, j'avais pas encore pas de logement, enfin rien du tout. Et du coup, on coupait le truc et j'étais là: «Bon, bah, OK, maintenant je fais quoi?» en fait, c'était la question: «Maintenant je fais quoi?» OK, je suis là, ça y est, c'est fini, et là, il y a eu un gros, gros passage à vide. C'est fini et je peux même plus en parler. On veut Bah, même ouais, pas de en moi vrai, ça a qu'on été en parle. C'était un peu violent et en même temps, je me dis: «Ben, je comprends» parce que les gens, eux, ils étaient dans leur propre vie, leur propre truc et voilà et eux, ils étaient dans le futur aussi. Et donc voilà, j'ai eu quelques mois de flottement, je travaillais pas ou je savais pas quoi faire. En plus, il y a eu la guerre en Ukraine, le début de la guerre en Ukraine à ce moment-là et ça m'a fait vachement peur en me disant aussi, «Mince, il y a la guerre qui arrive en Europe, enfin, est-ce que j'ai bien fait de rentrer?» Bon, plein de questions et finalement, j'ai trouvé un petit boulot à ce moment-là, qui m'a aidé à être un peu plus, dans la suite quoi, à rebondir. Et puis après, j'ai réfléchi une reconversion professionnelle parce que j'étais sûre que je voulais pas, reprendre, le type d'emploi que j'avais avant. Mais, qu'est-ce que je pouvais faire? Bonne question. Donc j'ai commencé à me dire qu'il fallait que je me reconvertisse. Comment tu as réussi et est-ce que tu as réussi à communiquer avec tes proches sur tu sais, quand on te dit, bon, bah, c'est bon, maintenant passe à autre chose. Est-ce que tu te souviens comment toi, tu as mené les choses avec ton entourage par rapport à ça? Ah, c'était difficile parce qu'on n'est peut-être pas des grands communicants dans la famille. Je sais qu'à Noël, parce que du coup, Noël était juste après mon retour, on a un jeu qu'on adore faire en famille. Alors j'ai plus le nom en tête, mais je pourrais te le redonner. C'est un jeu qui permet justement de discuter en famille et ce jeu, on le fait à chaque Noël. Alors bon, on l'a raté, pendant 2 ans, on va dire, mais on le fait régulièrement, ça doit faire 5-6 ans qu'on le fait et ça nous aide vachement. Discuter et à se dire, parce que par exemple dedans, il y a des questions, comme, «Quelle est la plus grande qualité, du joueur à ta droite?» et du coup ça fait parler un petit peu sur les gens ou alors, bah, qu'est-ce qui est pour vous, le plus important dans votre famille? Parce que nous, ce jeu-là, on l'a orienté sur la famille et du coup, ça nous aide à discuter. Après, il y a une deuxième chose, moi, qui m'aide bizarrement, c'est les réseaux sociaux. Je suis assez active sur Instagram et du coup, je partage plein de choses en story et j'ai un petit peu parlé, mais après, bon, quand c'est difficile, c'est toujours plus dur de parler sur les réseaux, mais aussi de ce qui était dur pour moi, j'en ai parlé en story et mes parents, ils me suivent sur les réseaux. Mes parents, mon entourage, mes frères et sœurs, mes cousins, cousines, enfin bref. Et il y a certains trucs, je pense qu'ils ont mieux compris par les réseaux sociaux parce que finalement, à l'écrit ou en story et cetera, on se parle pas en face et peut-être
Peut-être que c'est un peu plus facile. Mais on a quand même eu des discussions ensemble plus tard. Je sais avec mon père, par exemple, que la distance était difficile parce que par téléphone, on a du mal à communiquer et le fait de pas passer de temps ensemble, c'était dur. Et puis pour lui, il y avait un de ses anniversaires où j'allais peut-être pas être là. C'était pour lui difficile, en tout cas, de pas avoir ses enfants proches, prêts, présents. Et ça, plus tard, je lui en ai parlé en disant, bah, moi, j'ai un peu culpabilisé de pas être là, etc. Et lui, plus tard, il m'a dit, mais en fait, je voulais pas te faire culpabiliser. C'est juste que moi, j'étais pas forcément disponible aussi pour qu'on échange régulièrement. Et le fait d'en avoir parlé après coup, bah, moi, ça m'a permis de redescendre un peu, me dire, ah, il m'en a voulu, alors qu'en fait, pas du tout, d'être parti. Et lui aussi de comprendre bah, pourquoi j'avais besoin de faire ce projet. Et au début, ils avaient peur quand je leur ai dit je vais partir à l'autre bout du monde toute seule. Mes proches m'ont dit mais t'es sûre? C'est dangereux, t'es une fille, tu parles pas anglais, tu peux pas faire ça. Et finalement, ils ont mieux compris ensuite pourquoi je le faisais. Et plus tard, ils m'ont dit mais on est très fiers de ce que tu as fait, bravo, etc. Et ils m'ont soutenu aussi dans le départ et dans le retour, à leur façon, et peut-être pas toujours des fois de la façon j'aurais voulu, mais voilà, ils m'auraient accueilli à la maison au début. Enfin, au début, il faut bien rentrer quelque part. Et voilà, donc on s'est réajusté ensemble parce que, voilà, après 2 ans de distance, les gens échangent, autant eux que moi. On s'est réajusté, maintenant ça va très bien. Donc voilà, un petit peu toutes ces méthodes, je pense, nous ont aidés. Mais c'est pas évident. Bravo d'avoir fait ce travail de communication auprès de tes proches et merci de nous partager tes astuces. Je pense que ce sera utile pour plein de personnes qui vont nous écouter. Et puis merci pour le partage du jeu aussi. Je pense qu'on peut même se le créer de toutes pièces en fait le jeu et puis mettre les questions qu'on a envie de mettre aussi. En tout cas, moi je trouve ça génial. Donc merci pour ton partage. Est-ce que tu veux nous dire à peu près au bout de combien de temps tu trouves ton job alimentaire et qu'est-ce que ça provoque chez toi le fait d'aller au travail en France? Alors, je suis rentrée du coup à Noël 2021 et je pense que j'ai commencé ce travail en mars. Donc, tu vois, ça fait 3 mois après. Sachant que j'avais entamé des recherches pour ma reconversion quand même. J'ai dû entamer les recherches peut-être en février parce que moi, dans ma tête, au bout d'un mois, j'étais en mode non, mais là, je fais rien, je tourne en rond, ça va pas en fait. Du coup, au bout d'un mois, c'était ouais, non, il fallait que je trouve, il fallait que j'ai un projet pour la suite. Sauf que bah, pour la reconversion, j'ai demandé un accompagnement, j'avais des droits à Pôle emploi et ça mettait un peu de temps à se faire. Donc voilà. C'était un peu trop long pour moi et surtout une amie m'a appelé en disant mais là j'ai besoin de quelqu'un enfin c'était pour travailler sur une ferme. J'ai besoin de quelqu'un, là il y a un poste, est-ce que tu veux pas venir? Enfin nous on est vraiment en galère et puis ça pourrait être un peu ton domaine puisque tu as travaillé sur des fermes en Nouvelle-Zélande. Donc là je me suis dit que c'était une opportunité qui tombait du ciel. J'avais très envie de le faire, c'était quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps. Donc j'ai saisi l'opportunité, c'était un CDD, donc je me suis dit voilà, au pire ça me plaît pas, ça m'empêche pas ensuite de faire autre chose. Et au bout de quelques mois, je me suis dit que finalement j'avais envie de réfléchir à un emploi plus long terme et qui correspondait plus à mes valeurs. Et l'agriculture, ça me plaisait moins en fait. Enfin, grâce à ce poste-là, ça a confirmé que je voulais me reconvertir. La reconversion, je l'ai entamée en septembre 2022. Je vais faire une petite aparté par rapport à la reconversion professionnelle pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui seraient dans ce cas. Ce qui est important, c'est de prendre le temps, forcément, de réfléchir à son projet de reconversion professionnelle. Mais ce qui est important aussi, c'est de ne pas trop idéaliser le projet de reconversion et le futur métier qui nous attend. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de métier parfait, il n'y a pas de situation parfaite. Dans toutes les situations et dans tous les emplois ou dans les différentes entreprises que vous allez côtoyer, il y aura des avantages et des inconvénients partout. Donc je pense qu'il faut vraiment avoir ça en tête et pas trop idéaliser pour chercher un truc en fait impossible. L'objectif aussi, quand on est dans un projet de reconversion professionnelle, c'est de réfléchir à un projet qui est réaliste et réalisable. C'est important quand même de se dire, on va mettre du temps, peut-être de l'argent dans une réflexion pour changer de voie, pour changer de métier, ou même pour se reformer, parce que des fois on a besoin de se former, c'est ton cas. Donc ça demande du temps, ça demande de l'argent. Et donc c'est important quand même d'investir ce temps et cet argent dans un projet qui peut aboutir et pas dans un projet qui sera pas réaliste parce que après ça va faire que en fait ça va déboucher sur quelque chose qui n'est pas vraiment cohérent quoi. Donc ça ce serait mes préconisations de départ. Je sais pas si tu veux rebondir sur ce que je partage là. Et bah si, c'est exactement ce qu'ils nous disent quand. Alors moi j'ai suivi un accompagnement poussé, on va dire, c'était du temps plein par un organisme qui était payé par Pôle emploi, donc, globalement.
parce que je voulais que ça aille, vite et je savais qu'en ayant, qu'1 heure par-ci par-là, c'était pas suffisant, quoi et puis j'avais du temps libre, donc c'était vraiment l'occasion de travailler mon projet et c'est le premier truc qu'ils nous disent quand on rentre, c'est: «Prenez un projet, réalisable, quoi». Enfin, prenez un projet. Il faut le construire. Moi, j'avais aucune idée du métier ou du domaine dans lequel je voulais travailler et c'est vraiment la première chose qu'ils me disent, c'est déjà de chercher un peu ses appétences, de regarder quelles compétences on a déjà et cetera, mais surtout qui nous emmèneront pas vers quelque chose de trop, effectivement idéalisé et de se dire que c'est aussi pas grave de se tromper. On peut faire des recherches sur un métier, puis finalement c'est autre chose et peut-être que dans 10 ans, je changerai encore, j'en sais rien, mais pas se mettre trop la pression voilà, en se disant qu'on va faire ce métier-là toute sa vie, puisque on est déjà en train de se reconvertir, c'est que déjà on change et peut-être qu'on changera et c'est pas grave. Merci pour ce partage. C'est vraiment des rappels qui sont importants. Et j'aimerais rebondir aussi sur le fait que, tu sais, tu dis que tu as pris ce job parce que bah, voilà, ça a été l'opportunité de ton réseau, le job de CDD que tu as fait. Et en fait, même ces CDD qu'on fait, même le job qui paraît être insignifiant, en fait, chaque job, chaque mission qu'on a, professionnelle ou bénévole, dans notre carrière, elles vont permettre de poser une pierre. Cette pierre, elle va permettre de contribuer à un chemin, contribuer à une voie qu'on va se créer. Et en fait, c'est super intéressant ce que tu as dit, c'est en fait, à la suite de ça, je me suis rendu compte que ce secteur-là, qui était le secteur dans lequel tu travaillais initialement plus ou moins, finalement, c'était quelque chose qui n'était plus adapté à qui tu étais, en tout cas plus maintenant. Et en fait, c'est vraiment en étant dans l'action et en testant qu'on va se rendre compte. Donc, comme tu as dit tout à l'heure aussi, c'est vraiment OK de faire des erreurs, de se tromper. Parce que c'est ça qui va nous permettre de s'ajuster, de prendre un autre virage, de faire des nouvelles recherches, de tester de nouveau, etc., etc. Donc, merci en tout cas pour ce partage. Et voilà, maintenant, donc, ça fait depuis septembre de l'année dernière, donc septembre 2023, que tu es en formation par rapport à ce nouveau projet professionnel que tu as défini. Dis-nous peut-être le métier que tu as choisi et comment se passe ta formation. C'est ça, alors suite à ma reconversion, j'ai trouvé un apprentissage, donc c'est vraiment une chance parce que l'apprentissage, ça permet et d'être en formation à l'école et d'être chez un employeur, en tant qu'éducatrice technique spécialisée. Donc globalement, pour ceux qui connaissent, éducateur spécialisé qui va travailler avec, des ados, des adultes ou des enfants, que ça soit dans le handicap ou dans la protection de l'enfance, par exemple. Moi, c'est technique dans le sens où je travaille sur un atelier, donc là, un atelier horticulture avec des adolescents en situation de handicap. C'est un métier pas forcément très connu, que je connaissais même pas, moi, quand j'ai commencé ma reconversion, mais c'est en cherchant, en commençant à faire des enquêtes métiers, des stages et cetera, que petit à petit, je suis arrivée sur ce métier-là qui finalement me correspond totalement en termes de valeurs, en termes de capacité, en termes d'environnement, parce que je travaille à l'extérieur et pour moi, c'était encore, important. Je travaille avec des ados, donc je travaille sur de l'humain. Pour moi, c'était vraiment important et je travaille dans la nature, enfin les mains dans la terre. Voilà, finalement, ça me correspond, mais comme quoi, parfois, on ne connaît pas le métier, qu'on va faire, à l'avance et c'est en cherchant et en faisant les stages, finalement, j'ai trouvé cette opportunité d'apprentissage que j'aurais pas eu si j'avais pas fait ce stage parce que je l'aurais pas connu. Ça m'a permis aussi, dans ma tête, un gros déclic que j'avais pas en rentrant, c'était de reprendre des études. Pour moi, c'était hors de question de reprendre des études, j'avais déjà un bac+3, ce qui me paraissait, bien suffisant et en fait, je me suis rendu compte en faisant des stages et cetera que, bah, en fait, on peut pas s'improviser dans un métier. Enfin, certains métiers, on peut apprendre sur le tas, mais là, le social, pour moi, il fallait que je sois formée. Dans le handicap et cetera et c'est 3 ans d'études. Ce qui est dans ma tête, c'était énorme. Je m'étais dit: «Bon allez, OK, 6 mois, mais pas plus, quoi». Finalement, pareil, en creusant les formations et tout, je me suis dit: «Bah non, c'est celle-là qui me correspond parce que celle-là, finalement, peut-être qu'au bout d'un an, je vais tourner en rond. Celle-ci, bon, bah, finalement, ça me correspond pas trop» et c'était celle de 3 ans qui correspondait. Finalement, avec un apprentissage et un financement parce que c'était le travail social, c'est très, très c'est un secteur où ils ont besoin de monde, donc finalement les formations, elles sont plus facilement financées. Je me suis dit: «Bon, bah, tout est vert, il faut que j'y aille, quoi, mais il va falloir que je donne 3 ans, 3 ans d'études». Donc finalement, j'ai fait le déclic de ma tête, mais ça a mis beaucoup, beaucoup de temps. Quasiment 1 an de réflexion, en fait, avant de commencer ma formation en septembre 2023 et ça se passe plutôt bien. Franchement, je pensais pas, prendre autant de plaisir à faire des études parce que finalement quand le sujet nous intéresse, bah, finalement, c'est que du bonheur. Alors après, bon, passer 7 heures assis dans un amphi, c'est dur quand on a voyagé, en van, pendant des mois. Mais ouais, le sujet enfin voilà, moi ça m'intéresse, on parle de sociologie, de psychologie, d'humain, donc passionnant pour moi
Et puis il y a des temps, pratiques où on est sur le terrain et du coup, c'est très concret et c'est ça qui est vraiment bien. Moi, ça fait qu'1 an, je suis en formation. Peut-être que dans 1 an ou 2 ans, je me dirai: «Oh non, c'était trop long», j'en sais rien. Mais pour l'instant, je me sens vraiment à ma place. Chouette et puis en plus, on parle peut-être de CDI à la suite donc finalement, bah, là, je sens que je suis au bon endroit, au bon moment donc je suis contente. Félicitations en tout cas Merci. pour ce choix de formation, pour l'apprentissage décroché et pour cette première année déjà validée. Est-ce que tu peux nous parler peut-être du rythme de école, entreprise? Alors, là-dessus, je suis un petit peu déçue par mon école parce qu'au début, ils nous ont un peu vendu justement une alternance et finalement, on alterne, tous les 3-4 mois et c'est assez pour moi, le temps d'école est un petit peu trop long, mais ça, c'est vraiment spécifique à l'école. Dans plein d'autres domaines, un apprentissage, normalement, c'est, 2-3 semaines, 2-3 semaines et là, je pense que ça aurait été parfait. Après, je comprends, dans le social, c'est difficile aussi parce qu'on travaille avec de l'humain et que si on est là 3 semaines et puis ensuite on n'est plus là, bon, bah, pour les personnes en face, c'est pas non plus super cool. Donc là, c'est des gros temps d'école, malheureusement. Mais du coup, il y a aussi des gros temps sur le terrain et voilà, c'est tout aussi intéressant. En troisième année, on est quasiment que sur le terrain, donc je pense que ça sera enfin moi, en tout cas, moi, j'aime beaucoup les temps pratiques, quoi. Juste à titre d'information, est-ce que tu peux nous donner ton âge pour les personnes qui nous écoutent pour un peu se rendre compte, tu sais, de l'avant, le départ, le Ouais. retour en France et la reprise d'études? Quand je suis partie en Nouvelle-Zélande, j'avais 25 ans. Quand je suis rentrée, bah, du coup 2 ans de plus, 27. Là, j'en ai 29, mais je vais en avoir 30 là, dans quelques mois. Donc ça, c'est un cap aussi là, trentaine. Parce que, quand je suis rentrée, enfin, quand j'ai commencé mes études, je me suis dit: «Je vais terminer mes études à 32 ans, c'est tard, parce que j'aimerais bien un jour avoir des enfants, une famille et cetera, mais je vais pas c'est pas un projet pendant qu'on est en études». Donc ça a commencé aussi à tourner un peu dans la tête, mais si je continue à voyager, si je fais ci, si je pourrais pas tout faire en même temps et ça a été une grosse réflexion aussi, après mon retour en France. Mais finalement, ben, j'ai eu le temps de voyager, là j'ai le temps de faire des études, peut-être que j'aurai le temps plus tard pour de la famille ou revoyager ou les 2 ou l'un et l'autre, j'en sais rien. Donc pour l'instant, je vois les choses un peu comme ça. Là, je suis partie sur 3 ans d'études, donc je terminerai à 32 ans. Mais finalement, j'aurai encore plein de temps. C'est voilà, je pense que c'est un petit peu la société aussi qui nous fait un peu peur et ça, on se le prend en pleine figure quand on rentre en France, de se dire, l'horloge biologique, le CDI, l'emprunt immobilier, les enfants, tout ce qu'on veut. Truc que je n'avais plus en voyage, je m'étais vraiment émancipée de ça en me disant: «Non, mais c'est bon, j'en ai marre de la pression sociétale, la routine, les trucs et tout, c'est fini pour moi». Mais finalement, quand on rentre, on se reprend ça et il faut, l'encaisser un petit peu, se remettre, un peu d'aplomb et le mettre de côté et se dire: «C'est bon, là, mon projet, il est fait, je sais dans quoi je vais». Mais au début, dans le temps de construction, ça peut être difficile. Merci de nous partager tes réflexions et en tout cas ce par quoi tu as cheminé, puis là où tu as dû prendre des décisions. Selon toi, c'est quoi la plus grande fierté de ton retour en France? Eh bah, c'est d'être rentrée entière. Non, je rigole. Non, non, c'est d'avoir, franchement, c'est d'avoir mené mon projet de A à Z à terme, même s'il a complètement évolué parce que c'était un projet de 3 mois. Mais d'être rentrée en me disant: «J'ai réussi» et je suis fière d'avoir, fait 2 ans de voyage hyper riches en termes de rencontres, en termes d'apprentissage parce que maintenant je parle anglais. En termes, professionnels aussi, maintenant j'ai des lignes sur mon CV, enfin le PVT, moi, à des entretiens, ça a vachement servi, en fait. Les gens, ils m'ont dit: «Waouh, vous êtes partie en Nouvelle-Zélande 2 ans, mais c'est énorme! Vous êtes partie toute seule?» «Bah oui». «Mais vous parlez anglais du coup? Mais qu'est-ce que vous avez fait?» Enfin voilà, ça permet aussi pendant les entretiens, enfin c'est vraiment une vraie plus-value, donc fière, aussi de ça. Et puis, surtout en période covid, enfin c'était difficile quoi. Il y a des moments, c'est pas comme un voyage, un peu peut-être actuellement, on peut se dire: «Bon, si ça va pas, je rentre». Moi, je pouvais pas toujours rentrer, quoi. Donc, non, très fière de ces 2 ans de voyage et très fière, d'avoir réussi le retour qui me faisait très peur, même s'il y a eu des hauts, des bas, des vraies périodes de déprime, hein, faut le dire aussi. Mais finalement, d'avoir passé ce cap-là, et d'en être sortie pas trop mal, je trouve, au final. Le fait de travailler aujourd'hui dans un secteur d'activité qui n'est pas du tout relié à l'international, où tu ne parles pas du tout anglais, est-ce que ça aurait pu te faire faire un autre choix de métier? Oui, parce que c'est vrai que j'aurais bien l'anglais, ça me manque, hein, j'aurais bien voulu travailler avec l'anglais. Et finalement, peut-être que plus tard, je pourrais. C'est des métiers dans le social, finalement, c'est recherché dans d'autres pays et ça, j'avais regardé un petit peu en me disant: «Bah, si demain, je sais pas, j'ai envie de partir, Belgique, Canada», même des pays francophones déjà, hein.
c'est possible et puis dans des pays anglophones, finalement aussi. Peut-être plus tard, c'est pas incompatible. Néanmoins, j'avais réfléchi à d'autres métiers. Par exemple, là, je fais de la rédaction web et j'avais réfléchi à en faire mon métier, parce que voilà, écrire un blog, peut-être l'écrire en anglais, peut-être faire des choses en parallèle, des accompagnements, des j'en sais rien. Par exemple, pas assez réfléchi le projet, mais finalement, j'avais pas envie de travailler sur l'ordinateur. Moi, j'avais envie de travailler avec de l'humain en face de moi, et c'est pour ça que le social, ça me correspond très bien. Puis finalement, ça me permet aussi d'avoir un métier où j'ai pas mal de congés. J'ai quasiment toutes les vacances scolaires, et finalement, ça me permet de continuer à voyager dans des pays, et de continuer à parler anglais, et de profiter aussi. Donc finalement, pour l'instant, c'est fait autrement. L'anglais, ça me manque. Mais finalement, je tire tellement de positif du reste que c'est pas grave, je le trouve autrement. Et peut-être qu'un jour, eh ben, j'utiliserai ce métier-là pour travailler, je sais pas, 1 an dans un autre pays. Je sais pas. Sur l'anglais, ouais, c'est peut-être le seul petit bémol parce que je l'ai pas actuellement, mais Mais voilà. tu peux l'avoir différemment, ouais, je vois. Selon toi, la plus grosse difficulté que tu as réussi à surmonter quand tu es rentrée? Bah, la plus grosse difficulté, je dirais le décalage avec les gens parce qu'au début, je sais pas, les personnes, elles vont nous parler, je sais pas, de l'aménagement de leur maison, le dernier aspirateur qu'elles ont acheté, bon, tout un tas de choses de la vie quotidienne, en fait. Mais moi, j'étais tellement à des années-lumière de ça. Me dire: «Moi, j'ai fait telle rando 4 jours toute seule dans la montagne, j'ai fait», enfin, je sais pas, c'était tellement, quand on rencontre des gens à l'international, souvent on refait le monde, on parle du sens de la vie, on parle et du coup, quand je suis rentrée, j'avais ce décalage et j'ai eu peur de pas réussir à recréer un lien avec les personnes et ça m'a fait un peu peur, surtout pour mes proches, très proches. Et puis aussi, entre guillemets, de trouver l'amour parce que, bah, pendant mon voyage, j'étais célibataire et quand je suis rentrée, je me suis dit: «Bah, j'aimerais bien retrouver quelqu'un» et j'avais peur d'être tellement en décalage, de pas réussir aussi à re-rencontrer des personnes qui étaient finalement, dans mon mood, quoi, on va dire, des gens qui aiment voyager, des gens qui sont ouverts d'esprit, des gens qui sont curieux de tout, qui aiment sortir dehors et cetera. Et c'était un peu ça ma peur, c'était de pas réussir à recréer des liens avec les personnes ici en France et finalement, oui, j'ai perdu quelques amis avec qui on n'est plus hyper raccord, mais c'est pas grave parce que je pense qu'avec le temps, je les aurais peut-être perdus quand même et finalement ma famille, ben, on est toujours, raccord, je me suis fait des nouveaux amis. J'ai gardé des amis de Nouvelle-Zélande qui sont rentrés en France, certains Français aussi et qu'on se revoit et c'est trop chouette et puis j'ai rencontré l'amour donc tout va bien en fait. J'ai surmonté cette étape. Donc finalement, avec un petit peu de temps, de la communication, comme tu nous disais, tout s'est mis en place petit à petit. C'est ça. Je crois qu'en fait, quand on rentre, on est hyper impatient. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai été. Que ça aille vite. Parce qu'en voyage, on va très vite. Et moi, il fallait que le retour, il fallait que tout soit fait quand je rentre. Il fallait que je trouve l'amour. Il fallait que j'ai un boulot. Il fallait que j'ai un logement. Il fallait que j'ai mon van aménagé. Il fallait tout d'un coup. En fait, c'est pas possible. Et ouais, plus d'1 an de reconversion, là, 3 ans d'études, il me faudra 4 ans pour être peut-être posé dans un job et une situation après. Et encore, peut-être que ça suffira pas, je sais pas. Maintenant, je me dis: «C'est moins grave de prendre le temps», mais je pense que quand on rentre, ouais, on est un peu pressé et il faut se donner le temps. Ce serait peut-être ça, s'il faut retenir quelque chose de notre échange aujourd'hui, prendre le temps, ouais, se donner le temps. Quel regard tu portes aujourd'hui sur ton retour en France ou sur la façon dont tu as géré ton retour en France? Bah, j'essaye de porter un regard bienveillant parce que je sais que j'ai fait de mon mieux. Après, c'est pas toujours facile, voilà, je sais que j'ai eu ouais, une grosse période de déprime et je me dis: «Merde, je pensais, peut-être égoïstement, naïvement, que j'allais faire un peu mieux que les autres» entre guillemets, parce que tout le monde me disait: «Ah, c'est dur le retour, tu vas voir, tu vas déprimer» et moi, je m'étais dit: «Non, je vais tellement bien me préparer que je vais pas déprimer» et en fait, si, je l'ai eu cette vague-là, comme tout le monde et finalement, je me suis, bah, un peu déçue de me dire: «Putain, en fait, j'ai fait comme tout le monde». Mais même maintenant, je me dis: «Mais c'est normal, quoi, tout le monde le vit et c'est normal de le vivre» et je suis passée au-dessus. C'est pas resté je pense quand ça dure dans le temps, il faut quand même se poser des questions et se dire que c'est peut-être pas normal de déprimer. Si on déprime plus de 6 mois, bon voilà, c'est que peut-être il y a des choses qui vont pas, mais quand on déprime quelques mois, c'est pas grave, en fait. Du coup, j'essaie de me dire: «Ben, j'ai fait de mon mieux avec les moyens que j'avais aussi» parce que c'est dur de rentrer, c'est dur quand on n'a pas de logement, c'est dur quand on n'a pas de boulot, donc pas de moyens financiers pour faire des sorties et du coup se vider la tête. Enfin voilà, c'était compliqué. Moi, il y avait beaucoup d'amis qui avaient déménagé, donc c'est pareil, il faut se refaire des connaissances. C'est dur au début, hein. Quand on voyage, on rencontre plein de gens, mais je trouve rentrer en France, le plus dur, c'est peut-être faire des nouvelles connaissances parce que, bah, les cercles d'amis sont faits et on bouge moins, on va pas en auberge de jeunesse. Enfin, on pourrait, hein, après tout, pourquoi pas.
Mais j'y ai pensé à un moment de me dire: «Allez, je me fais un week-end en auberge de jeunesse dans ma ville, comme ça je rencontre des gens». Au final, je l'ai pas fait, mais pourquoi pas, en fait? Ouais, de faire des rencontres et je me dis: «J'ai fait de mon mieux» et au final, c'est pas si mal. Merci pour ton partage. Alors, moi, ce que je vois quand même de l'extérieur, c'est que finalement, tu as anticipé, tu t'es préparé. Ces périodes de bas et de déprime que tu décris, franchement, tu peux faire toute la préparation que tu veux. C'est lié à nos émotions. Donc, les Ouais. émotions, de toute façon, elles vont, elles viennent. Et c'est humain. En fait, c'est ça qui nous rend vivants, d'avoir des émotions. Donc, ces émotions-là, qu'elles soient positives ou négatives, elles font partie du jeu. C'est ça qui nous rend vivants. Je suis totalement d'accord avec toi et en plus, j'avais vraiment travaillé ça tout mon voyage en découvrant que j'étais, quand même très sensible et que mes émotions, je les connaissais mal et cetera. Donc j'ai fait tout un travail pendant mon voyage. Mais finalement, quand on rentre, quand on est dans le négatif, ça, on l'oublie un peu parfois, c'est bête. Et peut-être que du coup, un accompagnement aussi post-retour, en fait, ça peut aider à juste se rappeler ça. Mais après, dis-toi peut-être aussi que cette période tu sais, en Nouvelle-Zélande où tu as travaillé sur toi, et notamment sur la gestion de tes émotions, etc., peut-être que c'est ça qui t'a permis aussi d'être moins impacté quand tu es rentré. Peut-être que si tu n'avais pas eu, tu sais, fait ce travail sur toi assez naturellement, finalement, on n'est pas forcément obligé de consulter un thérapeute pour travailler sur soi, mais peut-être que ça t'a aidé une fois en France à mieux traverser ces périodes qui étaient plus difficiles, mais en tout cas ces périodes de remise en question, de difficultés dans les émotions, dans ce qu'on traverse, c'est complètement normal. Et en fait, même quand on rentre pas en France, eh ben, on a aussi ces émotions-là. En fait, c'est tout le monde qui passe par là. Ah non, mais je suis d'accord avec toi parce qu'après, avec des si on refait le monde. Mais je me rends compte, en tout cas, par exemple, dans mes études, que ce qui est un gros changement de vie aussi, que finalement, je le vis beaucoup mieux qu'avant le voyage. Bah, oui, d'arriver dans un nouveau travail, tout simplement, et de rencontrer des nouvelles personnes, ouais, je pense que le voyage, il m'a vraiment aidé là-dessus et oui, tu as raison, peut-être que ça aurait été encore pire sans si j'avais pas, travaillé dessus. Non, non, mais c'est vrai, parce que, par exemple, je sais qu'avant, j'avais beaucoup de mal avec les conflits et je les fuyais, mais au point de pas les régler. Alors que là, par exemple, dans mes études, bah, c'est arrivé, des fois, des altercations, des trucs et ça s'est mieux passé et donc je pense et des fois, je me dis: «Mais c'est vrai que mon voyage là-dessus, il m'a aidé». Enfin, ça m'arrive, hein, au quotidien, des fois, de me dire: «Ah ouais, ça c'est grâce aussi à cette expérience, ça c'est grâce au retour». J'ai eu tellement de changements que finalement, ça me fait plus trop peur, l'inconnu, maintenant. Non, je pense que tu as raison là-dessus. Est-ce qu'il y avait quelque chose que tu aurais aimé ajouter ou partager avec les personnes qui vont nous écouter? Non, je pense que c'est déjà assez complet. Je pense que ce serait vraiment de ouais, préparer le retour aussi bien qu'on prépare le départ. Parce que j'ai beaucoup de gens qui me posent des questions, que ce soit sur les réseaux sociaux ou mon blog, en me demandant: «Mais comment t'as fait?» Souvent sur le départ, en fait. «Comment t'as fait ça? Comment t'as fait telle démarche? Est-ce que t'avais pas peur là-dessus? Est-ce que» mais j'ai jamais de questions sur le retour. Alors que, bah, finalement, on continue à échanger pendant leur voyage et le retour, ils vont tous finalement me mettre un message après coup et me dire: «Ah Mmh. là, c'est dur, oh là là, c'est oh, je suis rentrée». Enfin, il y a toujours ce petit coup de déprime après coup, mais parce que je pense qu'il est pas préparé et parce qu'on n'en parle pas assez. Moi, pour le coup, j'ai été sensibilisée grâce à toi et voilà. Mais finalement, quand je discute avec, plein d'amis backpackers, il y en a plein qui savent pas que c'est possible d'être accompagné sur le retour et en tout cas que ça se prépare, même si Ouais, on bien dit sûr. d'être accompagné, mais juste qu'on ça se prépare comme un départ. Non, tu peux pas rentrer en France comme ça, enfin, si tu peux, mais bah, tu vas arriver, les pieds dans la soupe et tu vas peut-être pédaler un petit peu, quoi. Ouais, peut-être juste se préparer aussi bien sur le retour que sur le départ, même si ça peut être un coup de tête dans les 2 sens, hein. Après, on le voit, hein, les personnes qui repartent ou les personnes qui se sentent en situation d'échec au retour, c'est ceux qui sont pas préparés. Parce qu'en fait, on voit tout en noir ou on noircit le tableau de la France, etc., alors que on n'a pas forcément eu la bonne approche et qu'on ne s'est pas préparé comme on aurait pu se préparer en fait à l'étranger. Je trouve que c'est quelque chose d'important que tu partages là. Pour rebondir sur ce que tu dis, donc oui, nous on s'est rencontrés grâce à la communauté et c'est pas faute de partager, partager et partager. Des articles de blog, il y en a. J'en ai rédigé. Certaines personnes ont témoigné dans des articles de blog de leur retour. On a un podcast aujourd'hui où on a régulièrement des témoignages de personnes qui rentrent et qui nous partagent comment elles ont réussi, comment elles ont surmonté les difficultés
voilà, toutes les personnes qui passent par là, je vous invite à partager à vos amis, à vos connaissances, à vos communautés si vous êtes, si voilà, vous avez une communauté sur les réseaux sociaux. Parce que oui, comme tu le dis, c'est un sujet dont on parle pas assez et c'est ça qui fait que bah, du coup on se prépare pas parce que de toute façon on se dit qu'on rentre chez soi et on n'a pas forcément l'info. En tout cas, merci beaucoup pour ton temps, merci pour tes témoignages, merci pour ton partage et puis à toutes les personnes qui sont bah, avec nous. Aujourd'hui, bah, merci d'avoir écouté jusque-là. Et puis surtout, comme je viens de le dire, n'hésitez pas à partager à vos amis. On a un blog, on a un site internet, il y a des réseaux sociaux sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn. Il y a un livret gratuit du retour en France. On a ce podcast où on peut vraiment venir chercher de l'inspiration, des conseils auprès de ceux qui sont passés par là déjà et qui ont réussi leur retour malgré les difficultés, parce qu'on rencontre tous des difficultés quand on rentre. Donc voilà, n'hésitez pas à partager pour bah, sensibiliser les autres et les aider aussi dans leur projet de retour. Merci à toi, Mathilde. Merci à toi, Maëlie. Et voilà, notre épisode est terminé. Je te remercie d'avoir passé ce moment avec nous. J'espère que ces conseils et ce témoignage te donnent l'espoir pour à ton tour concrétiser ton projet de venir ou de revenir t'installer en France. J'aimerais maintenant te proposer de rejoindre notre communauté. Tu peux me rejoindre sur Facebook, sur Instagram et sur LinkedIn sous le nom de Voyage, Emploi et Retour en France. Et enfin, si tu as encore des questions, je t'invite à m'écrire un mail et je serai ravie de t'aider à chaque étape de ton retour en France. À bientôt!